Est-ce que tu t'es déjà retrouvé à te dire « si je ne suis pas encore prête, c'est parce que je dois d'abord en apprendre plus ». Est-ce que tu t'es déjà retrouvé à vouloir une formation de plus, un livre de plus, un certificat de plus, même dans une certaine mesure chercher à mieux te comprendre toi, simplement pour repousser le moment où finalement tu vas vraiment te lancer. Il y a une réflexion que je me suis faite il n'y a pas longtemps qui m'a vraiment frappée. Je me suis dit que si notre société valorise l'intelligence au fait d'avoir des connaissances, c'était pas très étonnant qu'on finisse par croire qu'on doit toujours en savoir plus avant de se sentir légitime, non ? Mais si finalement cette équation elle était fausse, si notre légitimité elle se construisait pas déjà autour de notre intelligence, mais ailleurs. C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui et je te préviens, en tout cas j'espère, ça pourrait fondamentalement changer ta relation à l'action et à ton propre potentiel. Bienvenue dans Ambitionner, le podcast d'une meuf qui a longtemps cru ne pas être ambitieuse. Je suis Floriane, ingénieure en sciences cognitives et coach mindset, et j'ai longtemps pensé que l'ambition c'était pour les autres. Ceux qui foncent et sacrifient tout pour réussir, mais j'ai jamais pu me contenter d'une vie tiède. Alors j'ai exploré, échoué, et j'ai guéri jusqu'à comprendre que je ne m'autorisais pas à être ambitieuse, que j'avais été conditionnée à rester sage et discrète. Ici on démantèle ce qui t'empêche d'assumer tes désirs. On parle entrepreneuriat aligné, système nerveux, de cette ambition vraie, douce et sauvage, puissante et respectueuse. De cette voix qui te dit « tu n'y arriveras pas » et surtout de comment la faire taire. Alors si t'es prête à réclamer ton droit de vouloir plus sans culpabilité, bienvenue dans le mouvement Ambitionner et bonne écoute. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un partage autour des notions de légitimité, d'intelligence, de tendance à accumuler les informations. On va venir démêler tout ça pour comprendre à la fois d'un point de vue sociétal et d'un point de vue comportemental ce que j'ai pu observer chez mes clientes qui ont tendance à les freiner dans leur ambition dans ce sujet de la légitimité et l'accumulation des connaissances. Et pour que vous compreniez un petit peu d'où partent les réflexions que je vais vous partager aujourd'hui, il faut que je commence par vous partager un petit peu mon parcours. Donc moi, il faut savoir que j'ai fait une classe préparatoire scientifique et ensuite une école d'ingénieur. Et dans ces environnements-là, l'intelligence qui est hyper valorisée, c'est à la fois l'intelligence mathématique et la capacité de mémorisation. On nous demande dans ces cursus-là, et tout particulièrement en classe prépa, d'absorber énormément de matière, énormément de théorie, d'être capable de retransmettre et de restituer d'énormes quantités d'informations. Et ça va au-delà de juste l'apprentissage pur, puisqu'il y a toute la réflexion mathématique derrière. Et c'est tout simplement le jeu auquel on nous demande de jouer. Ingérer un maximum de théorie et être capable de la retransmettre de manière à peu près intelligente pour tout simplement faire des maths et de la physique, quoi. Et plus on excelle à ce jeu, plus c'est valorisé. Il y a une vraie ambiance de compétition en classe préparatoire qui est mise en avant parce que le fonctionnement concrètement, c'est que on cherche à devenir le meilleur possible en maths et physique pendant 2 ans et ensuite on a des concours, donc des examens de maths et de physique. Et en fonction de notre classement à ce concours, on a accès plus ou moins à des écoles qui sont valorisées, qui sont estimées comme avec un cursus plus performant. Et du coup, ce climat de compétition, de tendance à chercher à devenir excellent, c'est vraiment ce qui règne dans ces études-là. Et donc moi, j'ai joué au jeu. C'est tout simplement les règles du jeu. On les aime pas, peu importe, c'est celles qui sont proposées. Et j'ai donc accumulé les connaissances, appris tous les théorèmes et joué au jeu du concours. Et puis au final, quand on fait un fast-forward de quelques années, après avoir fait la prépa, après être entrée dans l'école d'ingénieur qui m'intéressait, après avoir obtenu mon diplôme d'ingénieur, après avoir fait le salariat, ou déjà rien que là, il y a quand même un peu potentiellement une petite tombée des nues qui peut avoir lieu. Face à quelques années, quand est venu le moment de me lancer, de créer mon entreprise et puis d'accompagner mes premières clientes, à bien des occasions, comme tout le monde dans l'entrepreneuriat, j'ai été frappée par ce sentiment qui peut devenir paralysant de « est-ce que j'en sais assez ?» Ce petit doute qui me dit que peut-être ça me ferait pas de mal de faire une formation de plus, pas de mal de lire un bouquin de plus. Il peut y avoir ce doute qui arrive et qui me dit que peut-être la façon dont une autre personne le formulera, ça changera tout pour moi, cette formation, ça changera tout pour moi. C'est des choses que je vois énormément chez beaucoup d'entrepreneurs et surtout chez les webpreneurs et les solopreneurs. Et tout ça, c'est pas un hasard, c'est presque un conditionnement qu'on a, puisque dans ce que je viens de vous raconter là, vous commencez probablement à le percevoir. Notre société, elle a vraiment construit ce mythe tenace que l'intelligence équivaut à un savoir accumulé. Ce phénomène, il est vraiment amplifié avec les réseaux sociaux où ce qui a été hyper mis en avant, notamment dans la sphère entrepreneuriale pendant très longtemps, c'était qu'il fallait créer du contenu éducatif.
Et pour créer du contenu éducatif, c'est quoi? C'est de la transmission de connaissances, plus ou moins de manière un peu sympa, un peu pédagogue, pour que les personnes elles ressortent en apprenant quelque chose, mais en apprenant souvent une information. Et dans les environnements professionnels, on le voit aussi. Ce qui est vachement valorisé, c'est le diplôme, le certificat, et ça en France. Mais il y a certaines entreprises où tu auras beau être meilleur qu'une autre personne, si jamais cette personne elle a un diplôme qui est plus valorisé que toi, par exemple, toi, tu as un bac plus 3, elle a un bac plus 5. Potentiellement, dans certaines entreprises, tu ne pourras jamais être mieux payé que cette personne, dans la théorie on s'entend, simplement parce qu'il y a des entreprises qui fonctionnent avec des systèmes de grilles, qui valorisent le nombre d'années de diplôme ou le côté prestigieux d'une école, plutôt que les compétences de la personne une fois en entreprise. Et attention, moi je suis très partisane de rien n'est impossible. Bien évidemment qu'on peut apprendre à se mettre en avant pour réussir à sortir de ces grilles, c'est tout l'objectif. Mais pour quelqu'un qui manque un peu de confiance, ne sait pas négocier, n'ose pas se mettre en avant, n'ose pas justement valoriser d'autres types d'intelligence, on peut rester bloqué dans ces grilles, ou si juste t'as pas joué le jeu, de chercher à avoir une école d'ingénieur prestigieuse ou d'aller, ou juste t'as pas eu l'opportunité, t'as pas eu le privilège de faire des longues études, potentiellement, tu peux te retrouver coincé dans des grilles où même si tu es excellent dans l'entreprise, elle luttera pour moins te payer que quelqu'un qui, juste, a eu le privilège de faire des études plus longues. Et ce message-là, il est partout. Pour être légitime, accumule toujours plus de connaissances. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les environnements professionnels, on voit ce qui est vachement valorisé, c'est les diplômes, les certificats, l'accumulation de connaissances. Et moi, ce que j'ai découvert, ce que je vois chaque jour, avec les femmes que j'accompagne, avec mes clientes, avec les discussions que je peux avoir autour de ces sujets-là, c'est que cette croyance, c'est un des plus grands freins à notre ambition. Donc qu'est-ce qui se passe quand on creuse un peu? Qu'est-ce qui se passe quand on confond savoir et intelligence? Quand on croit qu'accumuler des connaissances, c'est le chemin vers la légitimité. Il y a 3 choses qui se passent. La première, c'est qu'on tombe dans le piège neurologique de la fausse compétence. Pour ça, il faut comprendre un petit truc autour du fonctionnement de votre cerveau. On va parler de la notion de neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est cette capacité que le cerveau a de se reconfigurer et qui est un pilier fondamental de la compréhension moderne de notre cerveau. Contrairement à ce qu'on a très longtemps cru, notre cerveau, c'est pas une bibliothèque passive où on accumule des informations et on les stocke. C'est pas du tout comme des dossiers sur votre ordinateur où vous mettez toutes vos photos au fur et à mesure et ça ne bouge pas. C'est un organe qui est dynamique et qui se restructure constamment en fonction de nos expériences. À l'heure actuelle, les neuroscientifiques ont démontré que lorsqu'on apprend activement, en faisant, en expérimentant, les connexions synaptiques qui se forment sont beaucoup plus robustes que les connexions synaptiques et les circuits neuronaux qui se font quand on apprend de manière passive. Donc si on est simplement en train de lire ou d'écouter un podcast sans mettre en pratique derrière, les chemins neuronaux qui sont créés ils sont plus faibles. Et ça, ce que ça veut dire, un chemin neuronal plus faible, c'est comme si pour vider un seau d'eau, on prenait un tout petit tuyau de 5 mm versus une rampe de 5 cm de large. Vous doutez bien que l'eau, elle va couler beaucoup plus vite et de manière plus efficace avec une rampe de 5 cm de large versus dans un petit tuyau de 5 mm. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Plus un circuit neuronal il est robuste, plus l'information elle peut circuler vite. Et surtout, plus elle a des chances de rester là longtemps. Parce qu'un circuit neuronal qui n'est pas très robuste, qui est fin, qui n'est pas souvent utilisé, petit à petit, c'est comme si jamais vous marchez dans la neige fraîche mais qui neige encore. Si jamais vous repassez pas encore et encore sur vos pas, petit à petit, la neige recouvre vos pas et c'est comme si vous n'étiez jamais passé là. Les connexions synaptiques, c'est pareil. Donc, apprendre de manière passive, juste apprendre un poème, c'est comme tracer un chemin léger dans la neige plutôt que de creuser un sillon profond. Et plus intéressant que ça encore, nos mécanismes de mémoire sont profondément imparfaits. Les recherches en neurosciences cognitives actuelles montrent que nous ne stockons pas des souvenirs comme des fichiers dans un ordinateur, c'est ce qu'on évoquait, et qu'en plus, chaque fois que nous nous rappelons une information, on la reconstruit, souvent en y ajoutant des distorsions ou des interprétations nouvelles. Ce que ça nous dit, ça, c'est que nos souvenirs, au fur et à mesure de temps, se déforment au travers de différents biais cognitifs. Et ça, vous voyez, plus vous racontez une histoire, plus vous avez tendance à rajouter certains éléments, à en omettre d'autres. Et petit à petit, on finit par être absolument convaincu que les choses se sont passées d'une manière alors que c'est pas le cas. Et ça, c'est absolument fascinant. On pourra en parler un jour si vous voulez. On fera un épisode sur la mémoire parce qu'alors là, c'est absolument fascinant. Et c'est pour ça, de ce fait-là, que l'obsession d'accumuler toujours plus d'informations, elle est particulièrement délétère. Non seulement on ne retient qu'une fraction de ce qu'on apprend passivement, mais ce qu'on retient est souvent déformé avec le temps si on ne l'utilise pas de manière concrète. Si ça vous intéresse, il y a un neuroscientifique qui s'appelle le docteur Daniel Levitin qui a travaillé là-dessus et qui explique notamment que
Notre cerveau, il est optimisé pour l'apprentissage contextuel. Donc autrement dit, pour apprendre dans le contexte où l'information sera ensuite utilisée. C'est pour ça, par exemple, qu'un médecin, il retiendra beaucoup mieux les connaissances qu'il aura acquis pendant son internat, donc le moment de ses études où il est explicitement en train d'utiliser ses connaissances, que pendant sa première année de médecine, où c'est purement théorique et on leur demande vraiment de juste avaler une quantité d'informations sans que derrière, il y ait de mise en contexte, de mise en application de ces connaissances-là. Ça, c'était le premier point. Deuxième point important à comprendre, c'est que on utilise la quête perpétuelle de connaissances comme un mécanisme d'évitement. Ça, c'est une forme sophistiquée de procrastination et c'est probablement une de celles que j'observe le plus dans le webpreneuriat et chez certaines de mes clientes. On va se dire, je me lancerai quand j'aurai suivi cette formation, mais une fois que j'aurai lu ce livre sur le copywriting, je commencerai à poster sur LinkedIn. Ah, mais dès que j'aurai mon certificat de coaching, ça y est, je serai légitime pour me lancer. Et ce qui est le plus pernicieux avec ça, c'est que cette forme de procrastination, socialement, elle est hyper valorisée. On la confond avec de la rigueur, on la confond avec du professionnalisme. On va se dire que cette personne, elle est hyper professionnelle, elle veut absolument développer ses compétences et ça va être valorisé plutôt que d'être appelé pour ce que c'est, une forme de procrastination. Et je vois tellement de femmes brillantes qui perdent des semaines, des mois, des années dans ce cycle. Si vous saviez le nombre de personnes que j'observe qui depuis 2 ans enchaînent les formations, leur objectif c'est de se lancer dans l'entrepreneuriat et elles n'ont toujours pas créé la moindre offre. Elles n'ont toujours pas fait la moindre étude de marché. Elles sont toujours pas allées questionner des personnes qui pourraient être leur cliente idéale. Mais par contre, quand on regarde leur CV d'entrepreneur, mais alors là, il y a des tonnes de formations. Et moi la première. Si vous saviez, c'est mon péché mignon. En plus de ça, apprendre de nouvelles choses, ça fait vraiment partie de mes valeurs hautes. Donc ça va faire partie des moyens de procrastiner favoris que je vais appliquer. Mais il y a une vraie différence entre sélectionner une formation qui va nous permettre de développer une compétence clé parce qu'on sait qu'elle va nourrir une vision et qu'elle va nous permettre d'optimiser tous les systèmes qu'on met en place dans notre entreprise versus se dire qu'on pourra enfin se lancer quand on aura cette formation-là. Et ça, vraiment, le nombre de personnes que je vois qui reportent sans cesse leur passage à l'action au nom d'une préparation qui ne sera jamais suffisante, ça me rend triste. Franchement, ça me rend triste. Troisième point que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui, et potentiellement le plus important, c'est que en valorisant uniquement l'intelligence comme étant un ensemble de connaissances qu'on accumule, on passe complètement à côté de l'intelligence incorporée. Et pour ça, il faut dézoomer un petit peu et rappeler que l'intelligence, elle se passe pas uniquement dans notre cerveau, qu'elle est distribuée dans tout notre corps. Et ça, vraiment, les neurosciences, elles sont raccords là-dessus. Les neurosciences affectives nous montrent que nous possédons un cerveau intestinal, par exemple, avec plus de 100 millions de neurones. On possède aussi un cerveau cardiaque, avec plus de 40 000 neurones. Et ces réseaux neuronaux communiquent constamment avec notre cerveau et influencent directement notre prise de décision, notre intuition et notre créativité. Si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, je vous parle tout le temps de système nerveux. Et ce qu'on ressent, ce qu'on appelle souvent l'intuition, cette connaissance, on ne peut pas toujours l'expliquer rationnellement. C'est en réalité une intelligence incorporée, une intelligence corporelle qui s'exprime. Et ces signaux corporels-là, c'est des données absolument précieuses que l'accumulation purement intellectuelle de connaissances ne peut pas remplacer, qui se passe à un niveau de conscience qui est bien en deçà de ce qu'on imagine contrôler avec notre cognitif. Et ce phénomène, je l'ai vu tellement de fois auprès de mes clientes, des femmes qui ont tout lu sur leur domaine mais qui continuent à douter d'elles-mêmes. Pourquoi ? Parce que leur légitimité n'est pas un fait intellectuel, c'est une expérience incarnée. Et cette obsession d'en savoir toujours plus, elle a un coût collectif énorme. Imaginez un instant toutes ces femmes brillantes qui reportent leurs contributions, qui retiennent leurs idées, leurs créations, leurs solutions innovantes parce qu'elles estiment qu'elles ne sont pas encore assez savantes. C'est une perte immense pour notre société. Et donc, si on devait redéfinir l'intelligence, si l'intelligence n'était pas qu'une accumulation de connaissances, ou en tout cas qu'il existait d'autres formes d'intelligence, qu'est-ce que ce serait ? Moi, j'aime bien l'idée, et je suis loin d'être la seule à penser ça, que l'intelligence, elle est multidimensionnelle et elle est dynamique. Elle peut se manifester de bien des manières, par notre capacité à faire des connexions entre des domaines différents, par notre capacité à nous adapter avec créativité à de nouvelles situations, par notre capacité à reconnaître des schémas là où certains autres vont voir du chaos, par notre capacité à collaborer efficacement avec des profils très différents, par notre capacité à être à l'écoute de nos signaux corporels
et de ceux des autres, par notre capacité à transformer la connaissance en action concrète. Et là, sociétalement, les femmes en particulier, on est souvent socialisées à sous-estimer toutes ces formes d'intelligence-là, toutes celles que j'ai citées et les autres, l'intelligence émotionnelle par exemple, qu'on possède souvent naturellement, notamment parce qu'on évolue dans un contexte qui nous encourage à développer ces intelligences-là. On nous a appris à valoriser le savoir académique, formel, au détriment de ces intelligences qui résident dans la capacité d'empathie, d'intuition, de connexion et dans la vision systémique. Et il est temps de revendiquer ces intelligences comme légitimes et précieuses. On vit actuellement dans un système qui va avoir tendance à pousser les femmes à aller jusqu'à 120% de performance pour commencer tout juste à affirmer qu'elles sont légitimes, là où... je suis désolée, les hommes, je vous adore, hein, mais à l'heure actuelle, d'un point de vue systémique, à partir du moment où un homme s'estime légitime à 60%, et c'est des chiffres, je vous les donne à la louche, mais s'estime à plus de 50% légitime, il y a beaucoup d'hommes pour qui ça suffit pour se lancer. Chez les femmes, c'est très peu le cas. Et chaque jour, je vois des femmes qui réussissent remarquablement, non pas parce qu'elles ont accumulé plus de connaissances que les autres, mais parce qu'elles ont osé exprimer ces intelligences naturelles. Mais c'est pas encore la norme. Et ce qui est fascinant avec ça, c'est que les dernières avancées en intelligence artificielle nous montrent que l'accumulation pure d'informations, c'est plus un avantage compétitif pour les humains. Et ça va de moins en moins l'être. Les machines peuvent tellement stocker et traiter des quantités astronomiques de données de manière bien plus efficace que nos cerveaux le font et de manière bien moins biaisée. Ça nous démontre que dans un avenir qui n'est pas si lointain que ça, c'est plus l'accumulation de connaissances qui va être valorisée. Ça va être la capacité à utiliser correctement ces connaissances. Avec humanité, avec intuition, avec émotionnel. Et ce qui reste notre domaine exclusif en tant qu'humain, c'est ça. C'est l'intelligence créative, émotionnelle, incorporée, contextuelle. C'est notre capacité à donner du sens, à créer, à ressentir, à connecter. Et donc, comment on fait pour cultiver cette légitimité-là, cette légitimité authentique, ces intelligences-là ? Pour moi, il y a 4 principes qui peuvent vraiment aider. Le premier, c'est de pleinement comprendre et intégrer que l'action précède le sentiment de légitimité et pas l'inverse. Légitimité et confiance, c'est très lié. Et la légitimité, au même titre que la confiance, c'est pas un prérequis à l'action, c'est le résultat de l'action. On ne se sent que très rarement légitime avant d'agir. On développe notre légitimité en agissant. Cette réalité, en plus, les amis, encore une fois, elle est appuyée par les neurosciences. Chaque fois qu'on agit dans un domaine, notre cerveau crée et renforce les circuits neuronaux liés à cette compétence. Et ces chemins neuronaux renforcés génèrent progressivement ce sentiment de « je sais faire » qui nous aide énormément à cultiver notre sentiment de légitimité. Un deuxième point qui aide beaucoup, c'est d'embrasser l'apprentissage expérientiel. Ce que je veux dire par ça, c'est que au lieu de nous demander « qu'est-ce que je dois savoir de plus ?», il serait hyper intéressant à partir de maintenant de se demander quelle expérience concrète me permettrait d'apprendre ce dont j'ai besoin. Et là encore, les recherches en neurosciences de l'apprentissage montrent que l'expérience directe active simultanément de nombreuses régions cérébrales, sensorielles, émotionnelles, cognitives, ce qui permet de créer des souvenirs riches, durables et beaucoup plus solides. Ça, on l'a vu, on l'évoquait tout à l'heure, les souvenirs, ils sont pas toujours très fiables. Le fait d'avoir des souvenirs qui ont été déclenchés par plusieurs sens, plusieurs zones de notre cerveau, ça nous permet de les rendre plus solides, de solidifier la mémoire dans le temps. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage multimodal et il est infiniment plus puissant que l'apprentissage purement conceptuel. Troisième point qui peut nous aider, c'est d'apprendre à créer des boucles de feedback rapides. La connaissance théorique en vase clos finit par se déformer ou s'évaporer. Notre cerveau, il est conçu pour l'apprentissage social et contextuel. À partir de maintenant, là, si vous n'aviez pas compris ça, je pense que je commence à avoir le répéter pas mal de fois. Ce qui veut dire, c'est que l'intelligence, elle se construit dans l'échange avec le monde, avec les autres. Créer des boucles de feedback rapides avec d'autres personnes, en partageant notre travail, même s'il est imparfait, c'est ce qui va nous permettre d'avoir le plus vite possible des retours, d'ajuster, de recommencer et donc de renforcer tous ces chemins neuronaux dont on a besoin pour ensuite nous sentir compétents. 4e et dernier point, les amis, apprenons à valoriser nos intelligences naturelles. Il y a tellement de formes d'intelligence différentes, on a seulement gratté la surface pour le moment. Et il est donc hyper intéressant de nous demander, nous là aujourd'hui, chacun, quelles sont les formes d'intelligence qui s'expriment naturellement en moi ? Vers quel type d'intelligence je suis naturellement appelée ? Quels sont les moments
où je perds la notion du temps quand j'utilise certaines de mes compétences? Quelles sont mes superpuissances? Et ça va être ultra intéressant de nous construire à partir de ça, plutôt que d'essayer de corriger des faiblesses qui n'en sont que parce que, théoriquement, on m'a dit que j'étais censée être bon ailleurs. J'étais censée être meilleure ailleurs. J'étais censée être meilleure dans un domaine si jamais je voulais valoir quelque chose. Souvent en entrepreneuriat, il y a un moment comme ça un peu décisif, une espèce de déclic que je vois régulièrement chez les personnes et pour lequel j'échappe pas à la règle. C'est en début de parcours, quand on n'ose pas encore lancer notre premier programme d'accompagnement, quand on est encore dans cette narrative où on se demande qui suis-je pour, donc cette narrative où on a du mal à se sentir légitime. Souvent, ce qui aide, c'est de se poser cette question, qu'est-ce qui se passerait si j'aidais juste une personne avec ce que je sais déjà? Et cette question-là, elle est toute bête, mais elle ramène vraiment notre focus sur la valeur qu'on peut créer là, maintenant, tout de suite, avec ce qu'on a déjà, plutôt que sur la base de lacunes imaginaires qu'on se raconte avoir parce qu'on est encore embourbé dans tout ce conditionnement qu'on vient de dérouler ensemble. Mais voici la vérité. On n'a pas besoin d'en savoir plus pour commencer. On a besoin de commencer pour en savoir plus. Notre légitimité ne précède pas notre action, elle émerge de notre action. Donc maintenant, si tu te surprends encore à en penser, je dois d'abord apprendre plus avant de me lancer, je dois encore faire cette formation, il me faut ce certificat. Rappelle-toi que c'est peut-être ton conditionnement qui parle et non pas ton besoin réel. C'est cette voie de la société qui a fait de l'accumulation de connaissances une forme de refuge confortable. Avant qu'on se quitte pour aujourd'hui, je t'invite à un petit rituel. Je t'invite à prendre 30 secondes quand tu pourras. Si là, tu es en train de conduire, bien évidemment, ne gare pas ta voiture sur le bord de route, mais n'hésite pas à revenir sur cet épisode si jamais c'est le cas. Prends 30 secondes, pose-toi et viens noter les 3 formes d'intelligence que tu sens naturellement présentes en toi. Pas celles que la société dit de valoriser. Si jamais tu sais pas résoudre un exercice de maths complexe, c'est pas grave. Mais celles que toi, tu sens vibrer quand tu es en état de flow. Qu'est-ce qui est facile pour toi? Et à partir de ces forces-là, viens voir comment est-ce que tu pourrais poser des actions qui te permettraient de construire cette ambition durable, incarnée et joyeuse qu'on prône sur ce podcast-là. Pas l'ambition pour prouver, pas l'ambition pour rentrer dans la case, pas l'ambition pour être conforme à ce que ces conditionnements nous disent qui fera de nous une meilleure personne, plus valorisée par la société. L'ambition qui est là pour créer ce qui t'anime, ce qui te fait plaisir, ce à quoi tu as envie de contribuer. Et ose avec ce que tu sais déjà. On l'a vu aujourd'hui, la légitimité elle viendra en chemin, pas avant le départ. Ton corps te dira quand tu es sur la bonne voie. Cette sensation d'expansion qu'on a dans la poitrine, cette énergie qui se renouvelle plutôt que de s'épuiser, ce sont ces signaux qui te diront que tu es sur la bonne voie. Ce sont ces signaux qui t'indiqueront où tes plus belles intelligences à toi se trouvent. J'espère que cet épisode vous a plu, les amis. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de partager ces réflexions avec vous. Et si jamais vous voulez continuer cette conversation, comme toujours, vous pouvez me retrouver sur Instagram, @floriane.co, via la newsletter, via mon site web. Tous les liens sont en description du podcast comme toujours. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne pas louper les prochains épisodes, à lui mettre 5 étoiles, à venir commenter. Je sais que maintenant, notamment Spotify permet de faire ça, donc n'hésitez pas à venir me poser vos formes d'intelligence les plus fortes en commentaire pour que je vois qui est allé au bout de l'exercice, ou simplement à me déposer un mot si l'épisode vous a plu. Je vous laisse avec cette note. N'oubliez pas que chaque intelligence en vous est unique, qu'elle est peut-être la clé de votre prochaine évolution et que plus important encore, elle est peut-être exactement ce dont notre monde collectif a besoin aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle après-midi, une très belle soirée en fonction de quand vous m'avez écouté et je vous dis à très vite dans Ambitionner.